Il est 20h sur la télévision Futur Média. Bienvenue dans ce journal. À Yoff Tongor, les populations n'en peuvent plus. Elles ont perdu leur maison à cause des eaux de pluie. Au même moment, à Sara Nimzat, dans la région de Kaolack, l'évacuation des malades est impossible à cause des inondations. Un calvaire qu'elles vivent depuis 1977. Au même moment, à Kaffrine, les autorités parlent d'actes de sabotage des réseaux pour empêcher l'évacuation des eaux de pluie. La cité religieuse Tivaouane s'apprête à célébrer le Maoulid dans ce contexte où la maladie de chikungunya sévit dans certaines zones. Les agents du service de l'hygiène de la région de Thiès et des membres de COSCAS collaborent. Objectif, éviter la contamination. L'actualité, c'est également la 129e édition du Grand Magal de Touba. Elle s'est achevée en début de semaine. Le bilan de la police, 271 personnes ont été interpellées pour diverses infractions. Des infractions qui vont de l'usage du chanvre indien au vol, en passant par l'homicide involontaire. La police nationale a déployé 4106 hommes, un chiffre en hausse comparé au Magal 2022. Bienvenue à toutes et à tous. Des jeunes de Tivaouane Peulh étaient dans la rue ce matin. C'est pour dire non au bradage foncier ainsi qu'à la déclassification. Un promoteur privé procède actuellement à l'abattage des arbres. Ces jeunes exigent donc l'arrêt des travaux. Le reportage est signé Mamadou Fall. Ils en ont marre, ras-le-bol de voir leurs terres dérobées sous leurs yeux. Les jeunes de Tivaouane Peulh sont surpris de l'abattement des arbres autorisé par le maire et le directeur des impôts et domaines. Ils s'érigent ainsi en bouclier pour faire face au bradage foncier. Pour arrêter ces individus-là qui étaient en train d'abattre les arbres et ainsi de saboter la place et les bandes de filao de Tivaouane Peulh. C'est une manière de lutter contre cette injustice, juste une manière de dire non au vol des terres de Tivaouane Peulh. Nous, jeunesse de Tivaouane Peulh, nous disons que le seul et unique responsable de cette situation est M. le maire Papis Diop. Ils interpellent le chef de l'État sur la situation pouvant conduire à une bataille sanglante. Cette situation-là donc va s'arrêter d'une manière ou bien d'une autre, ou bien nous allons y laisser nos vies. Nous allons y laisser nos vies. Cette situation-là ne passera pas. Inch'Allah, s'il plaît à Dieu. Le maire de la localité n'a pas réagi à nos appels et messages. En tout cas, la situation risque de s'envenimer à tout moment. À Yoff Tongor, les eaux de pluie occupent les maisons. Des familles se sont déplacées, d'autres n'ayant pas où aller vivent sous les eaux dans des conditions très difficiles. Elles lancent un appel au chef de l'État. Le reportage signé Mardien et Maïmouna Ndiaye. Adjamberi Fall habite Yoff Tongor depuis 17 ans. Cette année, elle a évacué les locataires qui occupaient le rez-de-chaussée de sa maison à cause de ces eaux de pluie. Une situation difficile, dit-elle. J'ai à peine 17 ans. J'avoue que ces 7 dernières années, la situation s'est compliquée davantage. Nos renseignements nous ont permis de savoir qu'il s'agit bien d'une nappe. Et avec la montée des eaux de pluie, nous perdons beaucoup de bagages. Avec les moyens du bord, le quartier s'est doté récemment d'une pompe électrique, mais les populations peinent à assurer son bon fonctionnement. Nous avons acheté une pompe pour vivre mieux, mais l'électricité coûte très cher. La mairie nous a donné une motopompe, mais elle n'a pas résolu le problème. Nous avons envisagé d'acheter des tuyaux en attendant une solution durable. Donc on a un devis qui est un peu extrêmement cher. Ces habitants demandent le soutien de l'État du Sénégal pour assainir leur cité. À chaque fois vous venez. La municipalité de Yoff a fait de son mieux, mais ce problème demande plus de moyens. Il faut que l'État du Sénégal redouble d'efforts. Ce n'est pas une mince affaire. Vous continuez aussi. Les populations de Yoff Tongor espèrent retrouver leur quartier d'antan très prochainement.
Maïmouna Ndiaye, le maire de la commune de Yoff, parle de remontée de la nappe phréatique. Selon Seydina Issa Laïsamb, le problème est structurel. Il demande l'aide de l'État du Sénégal. Nous l'écoutons avec Maïmouna Ndiaye et Modou Diop. Il y a des remontées qui causent une inondation permanente au niveau des domiciles de nos concitoyens. Donc pour parer à cela, la mairie avait initié avec les populations un programme d'équipement en motopompe. Donc nous avons positionné une motopompe de 150 m3 dans le quartier et deux motopompes de 80 m3. Donc nous sommes en train de voir aussi comment augmenter ces équipements-là. Et nous avons aussi mis en place une équipe vraiment disponible pour procéder au pompage en cas de besoin. Donc je pense qu'avant les dernières pluies, ils y étaient presque pendant 48 heures pour aider à pomper l'eau au niveau des habitations et nous la prenions au niveau des rues pour leur évacuation. Par rapport à Tongor, quartier proprement dit aussi, nous avons fait une requête à la ville de Dakar. Les études techniques sont en train d'être faites au niveau de la municipalité de Dakar. Donc là aussi, la chose que nous pouvons faire après la visite de la Fondation Droit à la ville et des autres partenaires, c'est de voir quelles solutions durables proposer aux populations. Mais ce quartier-là nécessite une restructuration. Je pense que ça ne peut pas se faire en 6 mois, ça ne peut pas se faire en 1 an, mais nous nous engageons à mettre en œuvre l'ensemble des moyens à notre disposition pour soulager les populations de ces difficultés-là. Nous parlons toujours des inondations, cette fois-ci à Kaolack, le quartier Sarah Nimzat sous les eaux. Les populations cuisinent et mangent sur leur lit. La mosquée du quartier inaccessible depuis plus d'1 an. Les populations de Sarah Nimzat vivent donc cette situation depuis 1977. Le reportage est signé Ousmane Dem et Thierno Diallo. Tout le quartier patauge dans les eaux. On se demande si nous avons un maire dans la commune de Kaolack. Ce cri de détresse renseigne sur la souffrance des habitants de ce quartier sous la hantise des inondations. Nous vivons cette situation depuis notre tendre enfance. Nous cuisinons sur des tables et mangeons dans nos lits. Nous sommes vraiment fatigués. Tout leur mouvement étant réduit à cause de ces inondations, ils ne peuvent même plus se rendre à la mosquée à l'heure de la prière. Depuis plus d'1 an, nous n'avons plus accès à la mosquée du quartier. Il faut dire que c'est tout le quartier qui patauge dans les eaux. Les risques sanitaires sont énormes. Les populations peinent à évacuer leurs malades. La circulation rendue difficile. Nos enfants ressentent difficilement cette situation. Nous sommes vraiment dans le tourment. Ces eaux de pluie qui stagnent dans le quartier sont source de beaucoup de maladies, comme le paludisme qui est en train de se propager à cause des moustiques et de l'insalubrité. À en croire les habitants de ce quartier, la nouvelle équipe municipale de Kaolack manque de considération et d'empathie envers eux. Les maires qui se sont succédés à la tête de la commune de Kaolack nous assistaient dans de pareilles circonstances. Mais la population de Sarah Nimzat ne compte pas aux yeux de cette nouvelle équipe municipale qui n'a rien fait pour nous sortir de cette situation. Depuis 1977, les habitants du quartier Sarah Nimzat vivent la même situation. Ceux qui en pâtissent le plus, ce sont les enfants. Kaffrine non plus n'est pas épargnée, mais des actions vont être menées pour lutter contre les inondations dans les quartiers de Diamaguène et de Kaffrine 2. Ce sont là les propos du ministre auprès du ministre de l'Assainissement, Issa Diop. Il dénonce par ailleurs des actes de sabotage dans le réseau. Issa Diop avec Ndaye Aobey. Nous avons eu à faire une visite au niveau du quartier Diamaguène Centre, au niveau de l'école 5, où l'État a commencé un investissement qui a déjà permis d'ériger une station de pompage avec 2 pompes de 1000 m3, un total de capacité de pompage de 2000 m3. Mais nous avons eu quelques difficultés au niveau du bassin exutoire qui n'était pas terminé. Je pense que les actions sont en train d'être menées pour pouvoir augmenter la capacité du bassin, mais aussi de mettre là-bas un dispositif de pompage qui pourra nous permettre de pouvoir pomper vers la vallée et de soulager les populations de ces quartiers. Donc, nous avons aussi à constater des actes de sabotage que nous dénonçons, et je pense qu'il est important de pouvoir lancer un appel à toutes les populations, vraiment un appel à la mobilisation pour faire face aux saboteurs
Nous avons eu à constater cette situation aussi bien à Touba, à Dakar, aujourd'hui à Kaffrine. Des gens qui se permettent de saboter le réseau pour créer des inondations et ce n'est pas acceptable dans une république. Donc, nous sommes présentement à Kaffrine 2 aussi qui a eu à connaître des difficultés parce que Kaffrine a reçu plus de 500 mm de pluie en une semaine. Nous savons tous, dans ce contexte de changement climatique, nous recevons des pluies exceptionnelles qui ne manquent pas de causer des difficultés. Et ce communiqué du mouvement Fekke Machibole, le conseil exécutif du mouvement Fekke Machibole s'est réuni ce jeudi 7 septembre à son siège sous la présidence de M. Youssou Ndour, président du mouvement. À l'issue des échanges, le conseil exécutif manifeste son soutien total au président Youssou Ndour suite à sa démission de ses fonctions de ministre conseiller et de membre de la coalition Benno Bokk Yakaar, magnifie l'engagement et la loyauté du président Youssou Ndour et de tous les membres du mouvement Fekke Machibole vis-à-vis de son excellence Macky Sall, président de la République durant ses 11 années de compagnonnage, encourage le président Youssou Ndour à redoubler d'efforts pour œuvrer pour la paix, la concorde des cœurs et à s'impliquer davantage pour le développement du Sénégal. Enfin, le mouvement Fekke Machibole réitère son ancrage aux idéaux citoyens au service exclusif du Sénégal. Le communiqué est donc signé du conseil exécutif du mouvement Fekke Machibole. Parlons maintenant du Maoulid. Tivaouane s'apprête donc à organiser cet événement religieux, mais ce sera dans un contexte particulier en cette période d'hivernage avec la recrudescence de certaines épidémies. Le chikungunya qui sévit dans la région de Kédougou à Tivaouane, des agents du service de l'hygiène de la région de Thiès, les membres du comité d'organisation du COSCAS mobilisent afin de limiter la propagation de ces épidémies. Nous retrouvons à Thiès, Cheikh Anta Diop et Seyla Thier. Les agents du service d'hygiène de la région de Thiès se mobilisent pour tout mettre en œuvre afin de lutter contre cette épidémie, le chikungunya. Par rapport à l'événement extrêmement important que le Gamou de Tivaouane. Donc, mais vous savez, avec l'aspect transport, donc une épidémie qui sévit présentement dans une région X peut se retrouver dans une région Y en laps de temps. Donc c'est compte tenu de tout cela que la brigade régionale de l'hygiène de Thiès a voulu être très pragmatique et très aussi anticipatif en mobilisant son état-major. Donc pour en fin de compte ériger pratiquement en forteresse la région de Thiès. Nous avons convoqué les chefs de brigade des différentes sous-brigades de la région de Thiès pour vraiment voir les voies et moyens pour contrecarrer ces genres d'épidémies qu'on est en train de voir présentement dans d'autres régions du Sénégal. Des actions combinées pourront permettre à ces agents d'atteindre leurs objectifs. Il faut impérativement la conjonction de 3 facteurs. Donc le premier facteur, c'est qu'on ait des produits en quantité mais surtout en qualité. L'autre aspect qui est important, c'est surtout la participation communautaire qui est attendue. Mais pratiquement aussi la participation des collectivités territoriales. Chef de division gestion de la qualité au niveau du service national de l'hygiène promet de les accompagner en logistique mais aussi en ressources humaines. En ce qui concerne en tout cas le Gamou de 2023, donc il est prévu véritablement d'accompagner la BRH de Thiès dans différents niveaux. D'abord, comment mobiliser les ressources humaines pour les mettre à la disposition de la brigade régionale d'hygiène de Thiès, accompagné aussi en logistique. Le chef du service régional de l'hygiène de Thiès a réuni tous les acteurs, les représentants du COSCAS et les différents chefs de brigade de Tivaouane, Mekhe, Khombol, Mbour. Ensemble, ils ont mis en place des plans de riposte. Parlons maintenant sécurité dans ce journal avec la 129e édition du Grand Magal de Touba qui s'est achevée cette semaine avec ce communiqué de la police. Le Magal de Touba a donc été célébré ce 4 septembre 2023 pour sacrifier à la tradition. Des millions de fidèles et pèlerins ont convergé vers la ville sainte. Ainsi, dans le cadre de la prise en charge des besoins sécuritaires de ce grand événement religieux dans les localités de Touba, Mbaké, Diourbel et Bambilor,
Bambey, la police nationale a déployé 4106 hommes composés d'éléments en civil et d'éléments en tenue avec une montée en puissance de 352 éléments comparé à l'édition précédente et des moyens logistiques conséquents. Ce dispositif classique a été complété par des moyens techniques, notamment des caméras de surveillance et des drones. Cet appui technique a permis une plus grande proactivité dans la prise en charge des impératifs sécuritaires durant le Magal. Il s'agissait principalement pour la police nationale de lutter contre la criminalité sous toutes ses formes avec la mise en service de plusieurs postes de police avancés au niveau des zones jugées criminogènes dans le but de réduire les délais d'intervention. L'un des défis majeurs de la police nationale pour cette édition a été de favoriser une plus grande fluidité de la circulation, particulièrement difficile en ces moments d'hivernage. Au terme donc de sa mission, 271 personnes ont été interpellées pour diverses infractions, 63 pour détention, usage, offre et cession de chanvre indien, 10 pour détention et usage, offre et cession de produits cellulosiques, 35 pour vol, 5 pour coups et blessures volontaires, 4 pour rébellion, 4 pour homicide involontaire, une personne arrêtée pour conduite sans permis, une autre arrêtée pour mise en danger de la vie d'autrui, une autre personne a été arrêtée pour conduite sans permis, blessure involontaire par accident de la circulation, une autre personne a été arrêtée pour abandon d'un véhicule à une tierce personne non détentrice de permis de conduire. En somme donc, 134 personnes ont été présentées au parquet. Et sur le registre de la lutte contre la drogue, 3505 kg de chanvre indien ont également été saisis. Et sur le plan de la sécurité routière, 796 pièces ont été saisies, 52 véhicules mis en fourrière, 3 motos immobilisées. C'est ainsi le communiqué signé du Bureau des relations publiques de la police nationale. Nous parlons maintenant de l'immigration irrégulière. L'un des facteurs favorisants, c'est la pauvreté des femmes. C'est la conviction du collectif national des femmes pour la lutte contre l'immigration irrégulière. Une vingtaine de femmes de la commune de Djarer ont été formées dans la fabrication de savon, l'eau de javel, crème de beauté, entre autres produits. Nous retrouvons à Fatick Aminata Goudiaby et Abdou Karim Bey. Nous constatons la recrudescence de cette migration irrégulière. Yayou Bayam Diouf mène un combat acharné contre l'immigration clandestine. Originaire de Thiaroye-sur-Mer, elle a perdu son unique enfant qui tentait d'aller en Europe par la mer de façon irrégulière. Yayou Bayam Diouf est aujourd'hui la présidente du collectif des femmes pour la lutte contre l'immigration clandestine au Sénégal. J'avais un seul fils et il a disparu dans cette tragédie et c'est ça qui a été un déclic pour moi. Elle est sensible à cette obsession des jeunes qui veulent regagner l'Europe au prix de leur vie, mais le phénomène est favorisé selon elle par la pauvreté des mères de famille. En collaboration avec le projet Gouvernance, Migration et Développement, le collectif a formé durant 3 jours les femmes de la commune de Djarer dans le département de Fatick à la fabrication de divers produits. Javelisation, saponification, cosmétiques et autres produits, des soins pour la peau. Ce n'est que des formations tampons pour montrer que c'est possible. Si on est renforcé davantage, moi je pense qu'on peut toucher beaucoup de cibles qui sont dans le besoin parce qu'on a beaucoup sensibilisé, mais jusqu'à présent le phénomène persiste. Il nous faut encore des campagnes de sensibilisation. L'autonomisation de la femme et de la migration, c'est un peu lié comme là. Si les femmes sont capacitées, si les femmes sont autonomes, moi je pense que ça peut réduire drastiquement le phénomène migratoire de ces derniers temps. Parce que la plupart du temps, les jeunes qui partent en migration irrégulière disent qu'ils souhaiteraient aider leurs mamans. Donc donner des femmes des activités génératrices de revenus pour les aider à pouvoir maintenir ces jeunes-là. La région de Fatick est un point de passage des migrants irréguliers. On y compte également beaucoup de migrants de retour. Ceux qui ont des projets sont aujourd'hui subventionnés et conseillés par le BAOS. Le BAOS intervient sur plusieurs domaines. Premièrement, il y a ce qu'on appelait les fonds régionaux. C'était des fonds destinés à financer des projets de développement. Donc Fatick avait reçu une enveloppe de 100 millions dans ce cadre. Dans la région de Fatick, on avait 92 projets. Donc à l'état actuel, il y a 100 projets qui ont déjà été financés. Donc il y a une bonne partie de ces jeunes-là, ils ne savent pas qu'il y a des potentialités ou bien des dispositifs de l'État qui sont mis sur place. À savoir l'ADER qui est là, et il y a aussi le FONGIP qui est là. Souvent, on les oriente. Et avec la recrudescence de l'immigration irrégulière au Sénégal, ces formations seront multipliées dans plusieurs régions du Sénégal. Les plaidoyers vont aussi continuer pour réduire le chômage des jeunes.
Aminata Goudiaby, célébration des 100 ans d'Interpol, les forces de défense et de sécurité sénégalaises ont tenu à marquer cette journée. Le directeur de la police nationale, Seydi Bokar Yag, revient sur l'importance de cette organisation internationale qui regroupe, je le rappelle, 196 pays qui travaillent en étroite collaboration pour traquer toute personne qui fait l'objet de mandat d'arrêt international. Nous l'écoutons au micro de Fatima Touré et Alioune Diagne. À travers son système de communication sécurisé, ses bases de données, ses différentes notices et ses programmes, Interpol permet à tous les services d'application de la loi d'échanger des informations criminelles pour interpeller toutes les personnes recherchées et de participer également aussi à la formation des agents sur plusieurs problématiques actuelles de la sécurité. Mesdames et messieurs, pour notre pays, le BCN Interpol demeure activement impliqué dans cet élan de coopération policière internationale. En effet, par un large déploiement de ces outils et services, beaucoup de dossiers internes et internationaux ont pu être résolus en relation avec les autorités judiciaires, mais également avec les forces de défense et de sécurité ici présentes. La réception et le traitement des demandes d'assistance des services internes et des autres BCN du monde, tout ça, ce sont des sujets traités par le BCN Interpol de Dakar. La diffusion sur requête des mandats d'arrêt émis par les magistrats sous la supervision du procureur général de Dakar. La participation des agents dans les programmes de formation, la formation permanente également aussi des utilisateurs du réseau, parce qu'il s'agit d'un réseau extrêmement complexe et compliqué parce qu'il est sécurisé. La mise en place d'une unité d'enquête et d'une unité de recherche. Ce sont là autant d'actions qui attestent le rôle et la place considérable d'Interpol dans les activités quotidiennes de l'administration de la justice et des forces de défense et de sécurité. Parlons maintenant économie. Une équipe du Fonds monétaire international a effectué une mission au Sénégal du 31 août au 7 septembre. Une visite pour faire le point sur les récents développements économiques, mettre à jour les prévisions de croissance et de budget. À l'issue de cette visite conduite par Edouard Gemaël, chef de la mission du FMI au Sénégal, le département communication de l'institution a publié une déclaration. La déclaration est parcourue par Aminata Mbarisso. C'est une observation qui fait suite à une mission du Fonds monétaire international à Dakar. Une visite pour faire l'évaluation de la situation sociopolitique jugée tendue par le FMI et ses conséquences sur les perspectives économiques au Sénégal. Il ressort de cette mission une révision à la baisse des prévisions de croissance du PIB. Elle chute et passe de 5,3% à 4,1%. Une baisse est aussi notée dans l'inflation, un glissement annuel estimé à 5,7% en juillet. Le Fonds monétaire international note tout de même une légère hausse provenant de certains produits alimentaires tels que le riz, l'oignon ou le sucre. En 2024, les projections pourraient être meilleures. Le produit intérieur brut pourrait atteindre 8,8%, cela grâce à l'exploitation du pétrole et du gaz. La mission du Fonds monétaire international reste tout de même optimiste. Les différents programmes et réformes engagés par le gouvernement du Sénégal, disent-ils, pourraient apporter une plus-value à l'économie sénégalaise. Des programmes fondés sur les énergies renouvelables et qui mettent en avant les enjeux climatiques. Nous ouvrons le chapitre sport avec le football d'abord. Les tickets d'entrée du stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio pour le match amical Sénégal-Algérie de ce 12 septembre vont être en vente à partir de ce samedi au plus tard dimanche. Une annonce du président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor, qui s'attend à voir un stade plein et animé. Maître Augustin Senghor que nous écoutons au micro de la cellule de communication de la FSF. Il nous fallait jouer des matchs importants en vue de la CAN, mais aussi des matchs à la hauteur de la dimension de l'équipe sénégalaise actuelle et surtout des matchs qui nous permettent de préparer l'avenir. Et donc c'est pour ça que nous invitons tous les Sénégalais à venir massivement. Notre souhait, c'est de remplir le stade donc de sa pleine capacité, c'est-à-dire 50 000 places, sauf la réserve de sécurité bien entendu. Et pour ça, il faut que les gens fassent cet effort de venir très tôt au stade, de se mobiliser. Nous sommes en train d'envisager comment faire pour créer de l'animation autour du stade pour que les gens puissent profiter de ces moments-là. Les ventes, en tout cas nous le souhaitons, commenceront 3 jours avant le match.
c'est-à-dire soit samedi ou dimanche. Et il y aura différents points de vente sur lesquels la commission finance et bien entendu le comité d'organisation communiqueront. Donc, mais nous avons reconduit les tarifs standards des matchs précédents pour que ça soit accessible à toutes les bourses et que tout le monde puisse venir profiter de Maître Augustin Senghor, nous parlons toujours football, cette fois-ci avec les Navétanes, en conflit avec la Commission centrale des arbitres. L'ONCAV plaide pour la concertation et son président Amadou Kane pose tout de même 3 conditions pour trouver une solution, à savoir la levée des sanctions à l'encontre des arbitres qui s'étaient solidarisés avec l'ONCAV, entre autres points. Et suivons-le au micro de Chersa Deboudjara et d'Amadouba. On avait dit d'abord que pour nous, les arbitres qui étaient avec nous durant toute l'année 2022, partout au Sénégal, s'ils sont gradés, il faudrait que la CCA continue à les désigner. Ceux qui ne sont pas gradés, nous avons dit qu'il faudrait qu'on valorise leurs compétences pour qu'ils aient des grades. Le deuxième aspect, on avait dit, puisqu'on avait suspendu certaines personnes, parce qu'ils sont solidarisés au Navétane, il faudrait qu'on lève ces sanctions-là. Surtout, c'était des sanctions qui étaient illégales. C'était des radiations. La CCA n'a pas compétence, n'a pas pouvoir de radier un arbitre. La troisième est que par rapport maintenant, comment ça s'appelle, au cumul, nous on a dit que c'est un peu compliqué qu'une seule personne soit président de Soukara d'un département et président de Kara d'une région. Parce que dans le cas où il y aurait un conflit au niveau du département, quand on va au niveau régional, c'est la même personne. Ils pouvaient avoir donc des difficultés. Donc c'est ça qu'on a posé, ça. Il n'y a aucune difficulté là. L'autre aspect, qui est subsidiaire par rapport à toutes les questions, c'est les honoraires. On ne peut pas jouer à Demba Diop ou à Amadou Barry, dire que les honoraires sont à 5 000 francs, aller jouer à Oussouye, ou bien à l'Inter de Bignona, ou bien à Kanel et à Matam, dans des terrains vagues, et demander des honoraires de 5 000. Mais tout cela, ce que ça décide, c'est une concertation. Ça nécessite des discussions. Mais aujourd'hui, nous avons fait un protocole d'accord avec l'ANAF. L'ANAF, c'est l'association dans laquelle il y a tous les arbitres du pays. La CCA, c'est une commission centrale des arbitres de la fédération. C'est un instrument de la fédération. Et il n'y a rien que la CCA doit faire, il n'y a rien que la CCA peut faire sans l'autorisation de la fédération. Nous changeons de discipline pour parler des Jeux de dames avec la Fédération sénégalaise du Jeu de dames élue en 2021 pour un mandat de 4 ans. Un collectif pour le renouveau de la discipline a lancé une pétition pour la démettre. Il dit avoir juste besoin de la signature de 2/3 du bureau fédéral pour arriver à ses fins. Les membres du collectif sont allés informer le ministère des Sports. Compte rendu Chersa Deboudjara et Amadouba. Un vent de fronde souffle à nouveau sur le jeu de dames du Sénégal. Un collectif pour le renouveau de la discipline, rouge de colère, s'est présenté au ministère des Sports pour appeler à la dissolution de la fédération à 2 ans de la fin de son mandat. Les griefs ne manquent pas. Le directeur qui doit se réunir chaque 2 mois, une assemblée générale chaque année, tout ça il n'y en a pas. Il n'y a pas de championnat national. De 2015 à aujourd'hui, il y a eu seulement 3 championnats nationaux organisés sur le territoire. Je pense que c'est très lamentable. Mais au-delà de ça, il y a aussi d'autres questions de gestion qui font que le jeu de dames sénégalais est aujourd'hui très en recul. Aujourd'hui, nous avons une fédération qui est incapable, qui dit « je ne fais pas, je n'ai aucune idée ». Je n'ai pas de moyens, mais personne ne fera. Mais nous allons leur montrer que ceux qui les ont élus peuvent aussi les chasser. Et aujourd'hui, c'est là où nous nous situons. Pour arriver à son but, le collectif lance une pétition pour une large adhésion des membres du comité directeur de la fédération. Les dispositions du règlement qui a mis en place la fédération permettent aussi à tout moment aux 2/3 des membres de l'Assemblée générale de mettre fin au mandat du président de la fédération et de ses membres.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme nous le disons, nous ne sommes pas venus au ministère pour que le ministère règle le problème, mais il faut qu'il soit au courant de la situation du jeu de dames dans le pays. Le règlement, il dit clairement, si 2/3 de ses membres signent une pétition, une assemblée générale sera organisée et cette fédération sera dissoute. Au banc des accusés, la Fédération sénégalaise du jeu de dames n'a pas encore réagi, mais ne va pas tarder à le faire. À quelques encablures des championnats du monde, le jeu de dames sénégalais se retrouve dans des eaux troubles qui n'augurent rien de reluisant. Merci à Chersa Debou Diarra qui a recueilli ses propos. Cet élément met un terme à ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Merci à toute l'équipe dirigée par Pierre Da Silva. Merci également à Daniel Diouf. On se retrouve tout à l'heure pour la suite de Soir d'Info. Bonne suite des programmes sur la télévision Futur Média.